Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier ensemble un petit exercice sur les nombres complexes. Je te laisse, si tu le souhaites, quelque temps pour y réfléchir. Naturellement, une bonne première chose à faire, c'est de lire attentivement la question qui nous est posée. On nous demande de trouver les deux racines carrées d'un nombre complexe donné. Alors ils disent pas qu'il y en a deux, mais il y en a deux. Et on nous demande de le faire sous forme algébrique. Donc ici on peut se poser une question avant même d'essayer de répondre à la question qui nous est posée. Que se passerait-il si on me laissait libre de la forme sous laquelle présenter les racines carrées? Eh bien, je vais y répondre tout de suite parce que ce n'est pas bien compliqué. Si je prends un nombre complexe non nul que j'écris sous forme exponentielle, avec un r qui est strictement positif, ces deux racines carrées sont racine de r exponentielle i θ sur 2. On vérifie immédiatement que le carré vaut le nombre complexe de base. Et la même chose, racine de r exponentielle i θ sur 2. Et je vais juste rajouter pi ici. Puisque si je mets au carré, ça fera 2pi, on aura fait un tour complet, et on obtiendra bien au carré r exponentielle iθ. Alors, on pourrait faire ça sous forme exponentielle, mais dans un premier temps, on nous parle de forme algébrique. Donc je vais prendre le temps de mener une recherche tranquillement, d'effacer ce trait disgracieux aussi, et on se retrouve un peu plus tard. Je m'interromps quelques instants ici. Ce que je mets en place, c'est une démarche générique qu'on va retrouver aux quatre coins des mathématiques, et on parle d'analyse, d'algèbre linéaire, probabilité, peu importe. Je choisis un objet générique, en l'occurrence un nombre complexe, et je dis ensuite qu'il vérifie la condition souhaitée, si et seulement si, et j'essaie de petit à petit déterminer ce nombre complexe, et en l'occurrence, on va essayer de déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc U va s'écrire A plus IB, on va développer tout ça, essayer d'obtenir un système, et on se retrouve quand les choses commenceront à se corser un peu. Et je m'interromps à nouveau à cet endroit. Donc on a fait ce qui était prévu, on a exprimé U sous forme algébrique, on a développé, jusqu'à obtenir l'égalité entre deux nombres complexes, et ensuite, plutôt que de parler dans ma tête d'identification, parce que les étudiants finissent par identifier tout et n'importe quoi, je vais me dire que deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si leurs parties réelles sont égales, et leurs parties imaginaires sont égales. À présent, notre objectif, c'est de déterminer ce U. Donc c'est de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc autrement dit, c'est de résoudre ce système et de trouver les valeurs potentielles de A et de B. Le problème, c'est que tel quel, ce n'est pas un système évident à résoudre. Et c'est là qu'il y a une manipulation très intéressante, ça va être d'adjoindre une ligne. Donc je vais adjoindre cette ligne, et je vais expliquer juste après le pourquoi du comment. C'est tout. Donc, on avait ce système avec une première ligne et une deuxième, et j'y ai adjoint une information dont je sais qu'elle est vraie tout au long de ces propositions qui sont séparées par des symboles équivalents. En l'occurrence, U carré égale Z, cela implique que le module de U carré est égal au module de Z. Et donc je pourrais l'ajouter de part et d'autre de ces équivalents, à peu près n'importe où, et c'est ce que je fais ici dans le système, parce que je prétends que ça va aider à simplifier sa résolution. Donc je vais dire que le module de U carré, c'est le module de U au carré, on va calculer tout ça en fonction de la partie réelle et la partie imaginaire, et on va voir si, oui ou non, ça simplifie le système qu'on s'est proposé de résoudre. Et là, c'est le jackpot. Parce que on avait A carré moins B carré qui est la partie réelle de U au carré, qui vaut racine de 3, mais avec cette considération de module, on a aussi A carré plus B carré, qui est le module du nombre complexe avec lequel on travaille depuis le début. Et donc si j'ai la somme et la différence de deux quantités, en faisant la demi-somme et en faisant la demi-différence, je peux récupérer ces deux quantités. Donc on va récupérer A carré et B carré, et on va en pouvoir en déduire A et B. C'est ce que je vais écrire à présent. Voilà, donc je m'interromps à nouveau. Comme promis, à l'aide de la première ligne et de la troisième ligne, on a récupéré A carré, on a récupéré B carré, et étant donné que ce sont deux nombres strictement positifs, donc le premier c'est évident, mais le deuxième je le mentionne quand même, on récupère deux possibilités pour A et deux possibilités pour B. Maintenant, au niveau du couple AB, ça ferait au total
4 possibilités. Mais c'est là justement que la méthode est très belle pour extraire une racine carrée d'un nombre complexe, c'est qu'on dispose d'une information sur le signe du produit AB. AB vaut 1,5, donc le produit AB est strictement positif, et donc A et B sont de même signe. Autrement dit, il n'est pas possible d'avoir le moins ici pour A et le plus ici pour B. C'est soit tous les deux plus, soit tous les deux moins. Et ça ne laisse pour le nombre complexe U que 2 possibilités. C'est ce que je vais écrire, et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà le travail. Donc, il faudrait peut-être faire une belle phrase pour conclure en les termes de l'énoncé, mais je vais le faire à l'oral ici. Les 2 racines carrées sous forme algébrique du nombre racine de 3 plus i, qui était celui du tout début, eh bien c'est ce nombre complexe-là, et le même nombre complexe où on prend l'opposé de la partie réelle et de la partie imaginaire. Question de Perceval. Je me suis un peu perdu dans les calculs. Pouvez-vous synthétiser ce que nous venons de voir? Eh bien, volontiers. Ce qu'on vient de voir, c'est que lorsqu'on recherche les racines carrées d'un nombre complexe, donc ici, le nombre complexe de départ c'est z, on cherche les nombres complexes tels que u carré égale z, on se retrouve confronté à un système de 2 équations à 2 inconnus. Et il y a une méthode qui permet de vaincre à tous les coups, c'est d'adjoindre à ce système une 3e ligne qui vient du fait que si 2 nombres complexes sont égaux, alors leurs modules sont égaux. Ça permet de récupérer a carré et b carré, puisqu'on a à la fois leur somme et leur différence, et la dernière ligne dont on ne s'est pas servi, eh bien, nous donne le signe du produit AB, et donc elle nous indique si A et B sont de même signe ou de signe opposé. Et donc des 4 possibilités qui sont suggérées par ces 2 lignes-là, eh bien on ne retient finalement que 2 couples A et B qui conviennent, c'est-à-dire finalement 2 racines carrées du nombre complexe Z. Maintenant, il est temps de passer à la 2e question, qui était en déduire les valeurs de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc la grande question, c'est celle du rapport entre le nombre z qui est égal à racine de 3 plus i et le cosinus et le sinus dont on nous demande la valeur. Pour cela, je te laisse quelques instants pour réfléchir. Et on se retrouve ici. Donc, la bonne idée, pour répondre à la 2e question, c'est de se dire que cosinus et sinus pi sur 12, je ne connais pas. Par contre, je connais parfaitement le cosinus et le sinus de pi sur 6. Et donc, j'ai représenté ici, sur le cercle unité, le nombre complexe, racine de 3 sur 2 plus 1/2 de i, qui a pour partie réelle cosinus pi sur 6 et pour partie imaginaire 1/2. Ce nombre complexe, qui est sur le cercle unité, je peux dessiner ces racines carrées. Il y en a une qui se situe ici, c'est exponentielle i pi sur 12, dont le carré vaut exponentielle i pi sur 6, c'est-à-dire ce nombre-là. Et il y a celle où on a fait un demi-tour en plus, donc on serait à peu près ici, on serait à 7 pi sur 12, exponentielle i 7 pi sur 12, et dont le carré vaudrait, à nouveau, exponentielle i pi sur 6. Donc, je vois que le nombre complexe qui m'intéresse, ce n'est pas exactement celui-là, mais c'est celui-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 2 points que j'ai dessinés là, eh bien on peut les exprimer en fonction des racines carrées du nombre z. Puisqu'on a les racines carrées du nombre z, donc sans aucune peine, on a aussi les racines carrées du nombre 1/2 de z. Peut-être qu'avec cette explication, si tu n'avais pas trouvé la réponse à la question B, eh bien tu vas pouvoir trouver cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Du moins, je te laisse quelque temps pour le faire. Je m'interromps ici. Ça, c'est ce qu'on disait au tout début de l'exercice. Je peux remonter tout en haut, et je disais, on nous demande de trouver des racines carrées sous forme algébrique, mais il m'arrangerait beaucoup plus de chercher des racines carrées sous forme exponentielle, puisque je les aurais directement. Eh bien, cela, c'est exactement ce que j'ai écrit un peu plus bas. La première racine carrée qui apparaît, c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 12, et de l'autre côté, on peut ajouter pi à l'argument, ou alors faire remarquer que c'est l'opposé du nombre complexe précédent. Maintenant, la grande question, c'est qui est qui?
Parce que je sais que j'ai deux racines carrées sous forme exponentielle, là et là, j'ai deux racines carrées sous forme algébrique, là, et j'aimerais bien pouvoir dire, eh bien, celle-là c'est celle-ci, et celle-ci c'est celle-là. La question c'est, lesquelles sont-elles? Et là, eh bien, il ne reste plus qu'à dire que si deux nombres complexes sont égaux, leurs parties réelles et imaginaires sont égales. C'est ce que je vais faire, je vais passer quelques calculs intermédiaires, et on va se retrouver directement face au résultat de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Et le tour est joué. Donc l'identification des parties réelles et imaginaires ont permis d'obtenir successivement ces deux égalités-là. On a fait passer juste le racine de 2 de l'autre côté, et il s'est intégré parfaitement le 2 au dénominateur dans les racines. Et ensuite, les deux égalités que j'ai écrites ici sont juste des opérations consistant à simplifier les radicaux. Quand on a des racines de racines, on peut souvent simplifier ça, et en résolvant une petite équation, eh bien on tombe sur ces deux expressions qui sont beaucoup plus usuelles pour cosinus et sinus pi sur 12. Et voilà qui termine cet exercice. Question de Séraphin. La manœuvre me paraît hautement tarabiscotée. N'y avait-il pas plus simple pour obtenir ce cosinus et ce sinus? Eh bien si, justement, c'est une question qui fait pétiller l'œil parce que quand on parle d'exercice, c'est dans le mot, mais pourtant ça échappe à beaucoup. La question est de s'exercer, et donc on cherche vraiment à progresser en mathématiques à partir de l'exercice. Et donc, au-delà d'essayer de répondre, on va se questionner, on va se dire, tiens, on nous demande de faire quelque chose sous forme algébrique, mais pourquoi pas sous forme exponentielle après tout? Finalement, cette réflexion, on s'en est servi dans le en déduire. De la même manière, il est question d'en déduire les valeurs de cosinus pi sur 12 et de sinus pi sur 12. Mais on se dit, d'accord, on peut le faire en extrayant une racine carrée d'un nombre complexe qui a pour argument le double de ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus et du sinus. Mais n'y avait-il pas plus simple? C'est une très bonne question que pose Séraphin. Donc, je te laisse quelques instants, si tu le souhaites, pour envisager d'autres moyens, indépendants de l'exercice, de calculer ce cosinus et ce sinus. Et on se retrouve ici pour expliquer comment les choses auraient pu être faites différemment. Dans l'exercice, l'idée sous-jacente, c'est-à-dire celle qui a mené à la conception de l'énoncé, c'est que pi sur 12 peut s'exprimer comme la moitié de pi sur 6. Et c'est pour ça qu'il était question de chercher une racine carrée d'un nombre complexe. C'est parce que quand on passe un nombre complexe au carré, son argument double. Et donc cette affaire de double est présente ici avec ce 1,5. Cela dit, il y a bien plus simple, puisque le pi sur 12, on peut l'exprimer comme la différence entre deux nombres dont on connaît les cosinus et le sinus. Donc j'ai représenté ici la chose géométriquement, alors le dessin n'est pas très précis, mais j'ai pris deux points m et n d'affixes respectifs, exponentielle i pi sur 3 et exponentielle i pi sur 12, non, exponentielle i pi sur 4, et en faisant la différence entre les deux arguments, pi sur 3 et pi sur 4, on obtient pi sur 12. Et en fait, à partir de là, juste en écrivant ceci, en multipliant par i et en passant à l'exponentielle, un petit calcul permet d'obtenir immédiatement cosinus et sinus pi sur 12. Je vais le mettre en œuvre et on se retrouve dans quelques instants. C'est tout. Et on y est presque à ce stade. J'ai juste exprimé pi sur 12 comme la différence de pi sur 3 et pi sur 4, et je me suis servi ensuite des propriétés de l'exponentielle pour me ramener à ce produit, et je me suis servi des valeurs connues des cosinus et sinus de pi sur 3 et pi sur 4, j'ai tout développé et j'obtiens cette expression. Et maintenant, on va utiliser encore une fois le même argument, expliquer que deux nombres complexes sont égaux, cela implique que leurs parties réelles et imaginaires sont égales, c'est-à-dire qu'on trouve ici cosinus de pi sur 12, et qu'on trouve de l'autre côté sinus de pi sur 12. Donc comme le pressentait Séraphin, il y avait bien beaucoup plus simple pour trouver ces deux valeurs de cosinus et sinus. Et en fait, on peut même faire encore mieux, puisque finalement, tout ce que je viens de faire, cette pirouette avec la fonction exponentielle, aurait pu être contourné
par l'utilisation de la formule de trigonométrie qui donne directement cosinus A moins B. Et justement, cette formule de trigonométrie, eh bien on peut la retrouver grâce à l'exponentielle complexe. C'est ce que j'explique dans une émission que j'avais faite il y a quelques temps déjà sur le formulaire de trigonométrie, et tout se base sur la formule d'Euler, donc exponentielle iθ est égale à cosinus θ plus i sinus θ. Et en fait, en retenant juste cette formule-là, eh bien je peux retrouver toutes les formules de trigonométrie. Voilà comment j'intégrerai cet exercice à une compréhension plus globale du cours, exactement comme je le recommande dans la formation que j'ai faite à ce sujet. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.